Merci à la fois pour cette invitation et puis pour votre initiative du think tank. Alors, juste sur la question des jeunes, des jeunes publics. Alors, moi, je travaille aussi beaucoup sur les questions de jeunesse, donc les 16-25 ans, même si ça m'empêche pas de travailler sur d'autres publics plus jeunes. Je dirais que déjà, le premier élément, c'est effectivement la construction d'habitudes de vie, hein, qui sont, je dirais, assez importantes dans toute cette période de vie, qui reste un élément clé, je dirais, dans le domaine de la prévention. Donc, agir le plus tôt possible reste un élément assez central. Ceci étant, et je crois que ce qui est aussi important, c'est de dire que, alors vous parlez de virage effectivement préventif, hein, c'est que la santé n'est pas uniquement une affaire de comportement individuel, hein, et qu'il y a un certain nombre de déterminants de la santé. Vous avez cité effectivement l'environnement, mais qui effectivement pèse sur les individus et pèse sur les santé. Donc, agir effectivement sur la santé des personnes, c'est aussi agir sur leur environnement et sur les déterminants de la santé qui existent, hein. Certains déterminants, la question du genre, je crois que c'est aussi un point assez central, le fait d'habiter en ville ou en milieu rural, le fait pour les jeunes d'être en lycée professionnel ou lycée d'enseignement général. Tous ces éléments-là sont assez centrales, je dirais, dans la prise en compte et dans la prévention. On ne peut pas agir uniquement sur les comportements individuels. Alors, je peux prendre l'exemple du tabac sans prendre en compte la question de l'environnement et surtout agir sur l'environnement. On sait que les inégalités de santé, elles sont liées uniquement à 20% de comportements individuels, hein, et si aujourd'hui, et les études le montrent, hein, tout le monde s'arrêtait de fumer, manger correctement, etc., ces inégalités sociales de santé perdureraient. Donc ça, c'est un premier point. Après, si je reprends le thème aussi, accompagner les citoyens dans le virage préventif, hein, dans les leviers en promotion de la santé, ce qui est aussi très important, c'est la question de la participation des publics à l'élaboration, je dirais, des propres messages ou des propres programmes, hein, dans lesquels ils sont. C'est-à-dire que on sait, hein, que cet élément de participation est central, de co-construction, et je dirais que pour les jeunes publics et pour les jeunes, hein, si on prend les 16-25 ans, je dirais la transmission uniquement de messages n'est pas suffisante. Il faut qu'elle soit accompagnée, réfléchie ensemble. Autrement, ça a peu de chances d'aboutir. Et en même temps, pour les jeunes, effectivement, leur parler uniquement de questions de risque, ça n'a pas de sens en soi. Alors, ça a toujours un sens, ça a toujours une utilité, bien sûr, mais ça a peu d'impact, hein, sur eux, puisque l'apparition d'un cancer, hein, pour reprendre la thématique, est très lointaine pour eux. Donc, hein, leur parler de risque, je dirais, c'est complètement, même parfois contre-productif, hein, directement. Les leviers pour les jeunes, c'est l'humour, c'est la question aussi de savoir s'ils ont été manipulés ou pas, hein, ce qui fonctionne notamment par rapport à l'industrie du tabac ou sur l'alcool, c'est effectivement ces questions de manipulation qui restent très importantes. Donc, je dirais, voilà, un des messages, c'est à la fois de travailler sur les questions de déterminants, à la fois de réfléchir à des démarches de co-construction, de participation des publics, et aussi de réfléchir à la nature de messages qui appellent plus, je dirais, au sens de la responsabilité, au sens de l'altruisme, qui sont des valeurs fondamentales, je dirais, pour la jeunesse. Voilà, dans un premier temps, après je peux entendre d'autres questions, bien sûr, ce que je voudrais un petit peu aborder. Ah, je vous entends plus. On aura très certainement le temps d'aborder beaucoup d'autres questions. Il y en a déjà pas mal qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. Mais on va passer tout de suite la parole à Romain Gallerand. Romain, en particulier en ce qui concerne on va dire les futurs professionnels de santé,
on a la mise en place d'un certain nombre d'initiatives qui se sont fait jour au tout début de la crise de la Covid, et j'aimerais savoir quelle est votre opinion justement sur ce phénomène on va dire, d'utiliser les jeunes comme des ambassadeurs de la santé auprès des lycéens ou des collégiens. Votre expérience, et puis savoir également comment vous renforcez la prise en compte de la prévention dans les pratiques des professionnels de santé pour qu'on puisse diminuer l'apparition des cancers. Bah, on le voyait déjà que on était quand même formés, mais encore trop peu, sur le volet quand même de la prévention et il y a quelque chose qui a été mis en place, c'est par le monsieur le président, c'était en mars 2018, c'est le service sanitaire, donc vraiment il a été mis en place et il permet de faire ressortir encore plus et affirmer notre futur aspect de professionnel de santé, mais aussi de professionnel de santé publique. Donc vraiment, le but du service sanitaire, c'était vraiment initier tous les futurs professionnels de santé à la prévention primaire, mais aussi permettre d'assurer des actions de prévention et de promotion de la santé à tous les publics et à tous les milieux. Parce que vraiment, on pouvait cibler autant des enfants qui venaient directement de maternelle, mais comme des professionnels qui étaient directement dans le monde du travail. Ça ciblait tous les publics et sur toutes les thématiques. Et aussi permettait quand même de lutter contre les inégalités territoriales où les personnes n'avaient peut-être pas forcément le même accès aux soins que d'autres. Mais maintenant, au bout de 5 ans de mise en application, on a vu ce qui en est ressorti, on a vu les points positifs, les points négatifs et largement les perspectives d'avenir et ce qu'il y aurait à améliorer sur le sujet. Donc vraiment, déjà sur l'aspect de la prévention, on voit que c'est très hétérogène parce que déjà la formation théorique, elle est quand même jugée assez insuffisante. On a toutes les connaissances, disons, pratico-pratique dans le sens les connaissances sur, par exemple, là je vais prendre mon exemple, mais l'exemple des connaissances des médicaments, mes connaissances d'hygiène bucco-dentaire, sur l'hygiène aussi diététique, mais on n'a pas forcément les capacités de choses basiques, mais vraiment la communication. C'est vrai en tant qu'étudiant, on a quand même aussi on ne sait pas quand même où se positionner et comment s'adresser vraiment à un public cible. C'est vrai qu'on va pas s'adresser pareil à des enfants qui sont droit en primaire pour leur apprendre à comment se laver les dents et des personnes, d'autres personnes un peu plus vieilles comme des lycéens sur la thématique du harcèlement. Ça va être deux techniques de communication différentes et c'est vrai qu'on n'a pas cette connaissance-là. C'est vrai que c'est quand même une connaissance qu'on a à avoir et une compétence qu'on doit acquérir. Donc là-dessus, il y a déjà un risque à terme d'avoir un discours de prévention qui est inefficace, voire contre-productif et erroné. Là-dessus, on voit que il est indispensable de pouvoir s'adresser directement au public cible. Ensuite, on voit que tout ce qui concerne la préparation à la prévention, directement, on s'adresse directement aux établissements. Il est quand même assez faible, voire inexistant, parce qu'on reçoit notre thème d'action, mais après, on n'a aucun échange. On ne sait pas si ça répond aux problématiques de l'établissement. Donc, ça mériterait aussi plus d'échanges directement avec les collèges, les lycées. Parfois, c'était même avec des médecines du travail pour certains aspects. Donc là-dessus, on devrait connaître les problématiques de l'établissement pour répondre directement aux besoins et aux attentes des personnes sur place. Donc voilà, et aussi un autre point négatif, mais là qui n'a rien à voir vraiment avec la prévention, mais plutôt avec l'aspect étudiant, c'est que le choix du lieu de stage et du thème d'action, il n'est pas libre de l'étudiant. Et rien que le lieu de stage, ça peut être problématique pour nous, parce que ça peut quand même, ça nécessite des coûts et des dépenses. Malgré les indemnités qui existent, les indemnités, elles arrivent bien trop tard. Là-dessus, ça me tenait à cœur d'en parler, mais la précarité étudiante, c'est pas une légende. C'est vrai que on en souffre beaucoup et vraiment, il est indispensable de se rendre compte qu'il faut répondre aux besoins de l'étudiant, donc aussi l'envoyer à un endroit où il peut se rendre. Parce que c'est pas qu'on veut pas, on est motivé, on est formé, on veut partager notre savoir, mais dans les meilleures conditions quand même. Donc ça, c'était un point que je voulais aussi aborder. Donc ensuite, sur place, je voulais aussi aborder tout ce qui concernait vraiment sur place.
La durée des interventions aussi, elle est quand même très hétérogène parce qu'elle peut durer pour certaines personnes à 1 jour et d'autres 15 jours d'intervention. Donc c'est vrai que c'est quand même très hétérogène entre chacun, donc assez unifié les interventions de chacun, ça serait quand même assez pertinent dans le sens où aussi des durées d'intervention trop longues à répéter la même chose à une trentaine de classes, c'est vrai que ça peut être vite contre-productif et perdre cette envie de vraiment partager un savoir et de ne pas forcément réciter quelque chose. Là-dessus, il faut vraiment unifier et vraiment pour garder la dynamique de ce service sanitaire. Ensuite, vraiment bon là, je vais vraiment partir sur quelque chose de plus positif parce que là, c'est vrai que je mettais beaucoup de points noirs et ce qui manquait. Mais vraiment pour partir sur une note positive, le travail en interfilière, c'est vraiment le point d'or du service sanitaire, vraiment. On le voit qu'on est dans une ère où l'interprofessionnalité, il est primordial. On le voit qu'on va travailler tous ensemble et que c'est dès nos études qu'on doit commencer. Et vraiment, il n'est pas encore intégré dans l'ensemble des facultés, donc il faut vraiment qu'on pousse toutes les facultés à lancer ce dispositif en interprofessionnalité, mais les retours, ils sont vraiment positifs pour tous ceux qui l'expérimentent. Vraiment, on voit déjà que les expériences et les connaissances sont totalement différentes, donc ça permet un partage global et vraiment, ça nous place vraiment au premier plan de notre future profession parce qu'il y aura toujours un partage de connaissances parce que les connaissances sont toujours différentes et les expériences pareilles. Donc vraiment, ça va être un travail collaboratif et on s'en rend compte alors qu'on n'est que étudiant. Donc vraiment, c'est quelque chose d'hyper positif. Donc voilà, après, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, mais vraiment, on se rend compte que l'importance des étudiants et de notre formation sur la prévention, il est indispensable parce que vraiment, cet aspect va exister durant toute notre vie professionnelle et vraiment on ressentait ce besoin d'être formé sur le bon aspect de la prévention pour être de bons professionnels de santé, bons professionnels de santé publique. Donc vraiment voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais pour améliorer ça, faut qu'on intègre réellement les étudiants dans tout ce qui concerne le service sanitaire pour permettre une amélioration efficace de tout ce qui concerne le dispositif. Voilà, mais après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. On passera aux questions tout à l'heure, juste après l'intervention de Mme Christol. Madame Christol, d'abord, je vous renouvelle mes remerciements pour le fait que vous soyez là. Je sais que l'actualité parlementaire est assez lourde en ce moment. Donc le fait que vous ayez pu nous dédier un moment est tout à fait remarquable. Vous êtes en charge justement de ces questions de santé et d'environnement au niveau de l'Assemblée nationale. On sait qu'il y a donc à peu près 5 à 10% des cancers qui sont liés à des facteurs environnementaux. Quelles sont les politiques publiques qui vont être mises en œuvre pour renforcer la prise en compte de la santé environnementale dans la lutte contre le cancer? Et puis, également, une autre question, c'est quel est le lien qui peut se faire entre ce qui existe au niveau national et bien entendu ce qui existe au niveau européen, puisque il y a déjà des dispositions qui ont été prises avec un plan stratégique contre le cancer au niveau de l'Europe. Donc, quelles sont les articulations qui existent entre ces deux niveaux? Bonjour et merci surtout de votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. C'est sûr que la thématique de votre table ronde me parle vraiment beaucoup parce que c'est la base de mon engagement dans la politique, c'est bien la lutte contre le cancer et la prévention de la perte d'autonomie et des fragilités des personnes. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Il faut voir qu'aujourd'hui, actuellement, la Commission européenne a estimé à 2,7 millions le diagnostic de nouveaux cas de cancer dans le monde en 2020. En 2020, c'était l'année de la Covid. Et aujourd'hui, plus 1,3 million de décès liés. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a à la fois une augmentation exponentielle du taux de cancer et à la fois également, et je l'ai vécu dans ma pratique à l'hôpital, un bouleversement qui s'est fait lors de la Covid. Un bouleversement qui est lié à deux choses. La première chose, c'est que ça a totalement changé le regard
de tous les citoyens et notamment de la jeunesse sur la santé. On le voit aujourd'hui, les jeunes étudiants ne sont plus les étudiants d'il y a 5 ans. Ils ont été confrontés à des difficultés de santé. La maladie les a interpellés. Il y a eu aussi l'isolement. Je vous écoutais également la précarité étudiante. Oui, je l'entends très bien. Je crois qu'on a passé un cap. Je crois qu'on est entré dans un nouveau monde qui n'était pas le même qu'en 2019 pour les étudiants. Donc le regard a changé sur la maladie et je pense sincèrement également sur la santé à l'échelle d'une population, mais également la santé individuelle. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui prend tout son sens les actions qui vont être mises en place à la fois dans notre pays, mais également au niveau de l'Europe en termes de santé. Aujourd'hui, un tiers des cas de cancer pourraient être guéris s'ils pouvaient être détectés à temps et traités correctement, et un tiers pourrait être évité. C'est deux choses différentes. Pourquoi être guéri? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve également en termes de santé à un moment où on a de nouvelles thérapies qui sont formidables. Je pense aux thérapies ciblées, aux immunothérapies, mais qui ont un coût. Cela veut dire qu'aujourd'hui, en termes de santé, nous devons avoir également un autre regard sur notre prise en charge des dépenses de santé. Et deuxièmement, un tiers pourrait être évité car oui, nous avons des facteurs environnementaux, des addictions qui sont en très grande partie responsables des cancers. Je voudrais faire un lien avec le PLFSS 2023 et le fait que nous avons voté des consultations, et notamment la consultation de 20 à 25 ans, qui est vraiment un moment de consultation qui doit permettre pour les étudiants ou ceux qui commencent leur activité professionnelle, avoir un vrai regard de professionnel sur les addictions et les règles de vie ou d'hygiène de vie de ces jeunes. Le tabac, l'alcool, l'obésité, la nutrition, mais également les facteurs environnementaux sont au premier plan de nos préoccupations. Et c'est bien à 20-25 ans, à l'âge où on est étudiant ou qu'on débute notre vie professionnelle, que doit être mis en place une vraie politique de santé à l'échelle individuelle. Et également au niveau de l'Europe, parce que l'Europe travaille depuis 1985 à pouvoir essayer d'entraîner une équité de prise en charge de la santé au niveau de tous les pays de l'Union européenne. Nous ne sommes pas à égalité, que ce soit au niveau de la formation de nos soignants, nous n'avons pas les mêmes taux d'incidence de cancer dans chaque pays européen. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, on a un vrai travail à faire. J'avais délivré en novembre 2022 un travail sur les données de santé à l'échelle européenne, en prévention primaire et en prévention secondaire. Je pense, parce que je suis une Européenne convaincue, mais je pense que je ne suis pas la seule à l'être, que nous avons un vrai enjeu au niveau de l'Europe à permettre à ce que nous puissions avancer en commun, à la fois pour qu'il y ait une équité de traitement, mais également parce que nous pouvons être plus forts quand nous partageons nos données de santé afin de pouvoir permettre une recherche plus importante, notamment pour les maladies rares au niveau de l'Europe, mais également que nous puissions aussi surmonter les enjeux en termes de coûts. On ne va pas se fermer les yeux. Le coût de la santé aujourd'hui est une véritable inquiétude au vu des thérapies et du coût de la recherche, mais également des thérapies qui sont actuellement délivrées. Donc nous retrouvons aujourd'hui, je pense, un tournant au niveau de notre prise en charge en santé et au niveau du cancer. Je sais que nous sommes en France historiquement très impliqués sur les plans cancer. En 2021, notre présidente de la Commission européenne a fait un plan européen pour voir le cancer avec de vraies avancées, notamment au niveau de la vaccination, mais également au niveau des actions de prévention au niveau donc, de l'échelle européenne sur les addictions et notamment le tabac. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, l'enjeu également de la ferme à la fourchette, l'équitage nutritionnel, on est en plein dans ces réflexions-là. Donc, on a vraiment un enjeu de politique publique important
à relever. Et je pense qu'aujourd'hui, la cible dont vous parlez aujourd'hui, les étudiants doivent être vraiment pris en compte de façon prédominante parce que c'est notre avenir, parce que c'est eux qui sont aujourd'hui en difficulté, on le sait, vous en avez parlé, monsieur, la précarité étudiante, oui, parce que c'est vrai que vous n'avez peut-être pas accès à toutes les politiques de santé et de prévention dont vous avez droit. Et je pense aujourd'hui aussi que vous êtes ceux qui êtes les plus enclins à soutenir vraiment une politique environnementale parce que la Covid a changé le regard et notamment a changé le regard des jeunes générations. Et nous devons nous appuyer sur vous pour pouvoir avancer plus vite. Merci, merci beaucoup, Madame Christol, pour cette intervention. Ça me permet de repasser la parole. D'abord, s'il y a des questions des personnes qui sont dans la salle virtuelle, mais la salle quand même, n'hésitez surtout pas à utiliser votre petite main jaune pour pouvoir intervenir. Je vois qu'il y a une question de Younes. Juste avant de passer la parole à Younes, Romain, comment les messages qui sont passés par les membres du service sanitaire sont reçus par les publics concernés? En vrai, quand même, c'est vrai que, bon, après, je vais parler beaucoup d'expérience personnelle là, sur le coup, mais c'est vrai que moi, j'avais ciblé des collégiens sur le thème du harcèlement, donc c'était vraiment un thème qui était très, très enclin dans le bâtiment, quoi, dans l'établissement, mais il était quand même très bien entendu, très bien écouté, et c'est quand même le retour que j'ai eu quand même de la part de certains de mes collègues dans ma fac en tout cas, mais c'est vrai que les retours sont assez bons et sont assez écoutés quand même, ça sert assez, ce qu'on dit. Vraiment, donc là-dessus, c'est quand même assez positif parce que ça montre que les gens ont aussi envie d'écouter ce qu'on a à dire et ont envie aussi de prendre en charge leur santé, santé mentale, santé physique et tout ce qui suit. Donc, il y a un bon accueil. Oui. Éric Legrand, justement, par rapport à ces publics, vous parliez tout à l'heure des freins qui sont, on va dire, le frein traditionnel français qui est celui du message descendant qui tombe sur les populations. Vous parliez de co-construction, vous parliez de... Mais il y a également tout un environnement qui est un environnement qui n'est pas forcément extrêmement positif, on va dire, en termes de promotion de la santé. Et quand on voit les campagnes publicitaires d'un certain nombre de groupes agroalimentaires ou d'autres, je sais bien qu'il y a du greenwashing un peu partout, mais enfin, il y a ça. Il y a également l'influence du milieu familial. Comment on fait pour trouver des messages et pour intéresser justement les différentes personnes qui sont concernées par ces messages de prévention? Comment on fait pour, on va dire, pour lutter un peu contre ces influences négatives qui sont portés par des campagnes de publicité très importantes, donc qui peuvent aller très vite, très loin, très fort. Oui, alors, enfin, il y a différents éléments. Alors, déjà pour rebondir, enfin, c'est vrai qu'on parle de politique de santé, mais si on veut que les comportements changent, etc., c'est des politiques intersectorielles, c'est-à-dire que c'est la santé dans toutes les politiques publiques, hein. C'est-à-dire que ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire quand on porte à la fois une loi ou une question sur l'environnement d'une manière générale, voilà, politique de l'habitat, comment on travaille sur les questions de santé au sein d'une politique d'habitat. On parle de précarité étudiante, quand on travaille sur la question des APL ou qu'on les baisse un petit peu, voilà, quelle influence ça a aussi sur la santé. Donc voilà, la santé, elle devrait être dans toutes les politiques publiques et pas uniquement dans celle de la santé. Et ça, c'est un premier point. Donc, alors sur la question des environnements aussi, sur la question de vous prenez la question de l'environnement familial. On sait qu'il peut y avoir des transmissions intergénérationnelles aussi. Euh, Moi, ce que je voudrais dire, c'est déjà, ne pas stigmatiser les familles, hein, parce que c'est une tendance très franco-française de stigmatisation des publics. Hein, il n'y a qu'à Faucon, Fauqueux. Hein, donc, je crois qu'il faut aussi être sensible à leur propre environnement. Alors, on peut avoir une prévention très large, je dirais tout public, et après avoir des préventions très ciblées, des messages très adaptés et très ciblés
je dirais, auprès des personnes. Par contre, ce qui est important, parce que ça a été, alors ça a été prouvé, puis c'était un peu une lubie des années 80-90, de dire on va agir sur les enfants pour qu'ils changent le comportement des parents. Hein, ça, c'est très ambitieux, mais c'est surtout que c'est pas efficace du tout, et c'est faire peser la responsabilité aux enfants, sur les enfants, de changer les comportements. Donc, c'est plus être auprès des familles. Hein, donc, c'est aussi des actions de proximité. Il y a les messages, mais il y a aussi les actions de proximité. C'est aussi sensibiliser tous les professionnels qui travaillent auprès des familles aux questions de santé. Parce que là, on parle de professionnels de santé qui connaissent déjà la santé, mais il y a d'autres professionnels. Tout professionnel a une action sur la santé. Donc, c'est aussi sensibiliser les autres professionnels aux questions de santé quand ils s'adressent aux familles, quand ils travaillent auprès des familles. Ça peut être aussi par le biais des établissements scolaires, comment on travaille avec les familles sur les questions de santé, et ce sans stigmatisation. J'insiste bien sur ce volet-là. Donc, je dirais, donc il y a des programmes qui existent aussi sur ces questions-là. Je vais pas, les noms m'échappent là pour le moment, mais voilà, on est sur une dynamique de responsabilisation, mais sans stigmatisation non plus. D'accord. On va prendre la première question. Younes. Merci Olivier. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Oui, on voit bien. Ok, super. Alors, j'ai plusieurs questions. Je suis tombé sur une campagne de sensibilisation de l'INCa qui datait de 2018, qui disait que 40% des cancers étaient étaient évitables, avec principalement l'alcool et le tabac. Maintenant, on a une épidémie d'obésité qui arrive, qui est aussi responsable de certains cancers, notamment au niveau de l'œsophage. Donc, ma question, elle s'adresse un peu à vous, professeur Legrand, mais également à Madame la députée Laurence Cristol. Mine de rien, enfin, on parle beaucoup de faire de la sensibilisation à travers le service sanitaire, dans les collèges, dans les lycées, mais finalement, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Olivier, les comportements, ils se déterminent avant le collège et le lycée. Donc, loin de moi l'idée de vouloir stigmatiser les familles, et je sais bien que le fait qu'il y ait des inégalités socio-économiques au sein de la population fait qu'on va adopter plus ou moins des comportements à risque. Mais la question, c'est comment on va agir directement sur la cellule familiale, si je puis dire. Et puis sur le premier quinquennat Macron, on avait un plan qui était un plan sur les 1000 premiers jours de la vie, qui visait justement à réduire ces inégalités sociales. La deuxième question, du coup, elle s'adresse peut-être à vous, Madame la députée. Est-ce qu'on sait où on en est par rapport à ce plan-là? Est-ce que les mesures ont été efficaces? Est-ce que les mesures qui étaient là-dedans ont bien été déployées? Et quelle part la prévention des cancers et plus largement la réduction des inégalités de santé? Parce que quand on creuse un petit peu, on voit que c'est ça aussi qui peut être à l'origine de l'adoption de comportements qui peuvent être mauvais pour la santé et donc à terme de développement de cancer. Où est-ce qu'on en est par rapport à ce plan-là, et est-ce qu'on a réellement réussi à réduire les inégalités sociales? Quand on regarde les indicateurs de la DREES, de l'INSEE, je ne sais plus, de prime abord, on aurait tendance à dire que non, ça ne fonctionne pas, mais peut-être qu'il y a une autre réalité dont je n'ai pas connaissance. Et c'était les deux questions que je voulais vous poser. Donc, comment on agit sur la cellule familiale, parce que c'est là qu'on ancre des comportements à risque, et puis surtout, est-ce que les politiques et les moyens financiers qu'on met sur la table sont réellement efficaces, ou est-ce qu'en termes d'action politique, on n'a pas visé à côté? Alors, qui veut commencer par répondre? Madame Cristol, peut-être? Oui, avec plaisir. Vous avez totalement raison. Si on veut faire de la promotion de la santé dès le plus jeune âge,
pour éviter les facteurs de risque plus tard. Il faut qu'on ait vraiment un plan qui soit porté par l'éducation nationale. Parce que vous avez raison, c'est très tôt que s'instaurent des habitudes et il y a une inégalité sociale qu'on ne peut pas nier et qui n'a pas été totalement résolue par les plans qui ont déjà été proposés. Donc aujourd'hui, on doit effectivement pouvoir faire un plan transversal en mettant l'éducation nationale au premier plan, lui donner des ressources, puisqu'on a peu de médecins scolaires et il y a peu de culture de la santé publique dans ce ministère. Donc en 2018 avait été créé un comité interministériel pour la santé qui pilotait l'ensemble de la politique de prévention dans tous les ministères, mais en raison de la crise sanitaire, il n'a pas eu la possibilité de fonctionner. Et effectivement, on n'a pas énormément avancé dessus. Je pourrais quand même vous parler de la campagne de vaccination gratuite sur le papillomavirus, hein, qui est quand même quelque chose sur lequel il y a eu des avancées significatives. Mais effectivement, il faudrait pouvoir proposer une stratégie décennale intégrant toutes les politiques et la politique de l'enfance et de l'éducation nationale afin de pouvoir avoir une action beaucoup plus importante et notamment transversale afin de pouvoir, comme vous l'avez très bien dit, prendre en compte les inégalités territoriales et sociales qui sont effectivement au premier plan, notamment sur l'alimentation. Vous en avez parlé, on a une explosion de l'obésité. On est en train, effectivement, au niveau de l'échelle nationale, mais également de l'échelle européenne, d'instaurer une politique nutritionnelle avec les scores que vous voyez sur l'alimentation dans les supermarchés. Ça aussi, ça peut aider aussi les familles qui n'ont pas accès à toutes les informations, à pouvoir proposer à leurs enfants une alimentation de qualité et qui puisse lutter contre l'obésité. On a eu notamment récemment aussi les débats à l'Assemblée nationale sur les influenceurs. On a beaucoup travaillé sur les influenceurs qui sont au niveau des réseaux sociaux très entendus par les jeunes générations, que ce soit en termes de boissons sucrées, que ce soit en termes de tabac. On a eu aussi également au niveau des lois d'ADU l'introduction également d'une réglementation pour lutter contre le tabac à chauffer. Enfin, tout ce qui effectivement jusqu'à présent échappait quelque part au radar de la prévention et qu'on instaure au fur et à mesure dans la loi afin de pouvoir aider toute la population à prendre conscience et avoir cette information sur la dangerosité de ces pratiques nouvelles et qui atteignent en premier plan comme cœur de cible les jeunes générations. Et je pense également à ces cigarettes qui sont vendues quasiment en libre service, aromatisées dans les bureaux de tabac et qui ont comme cœur de cible les enfants et les jeunes adolescents. Donc, effectivement, beaucoup de travail à réaliser. On a effectivement tenté de proposer avec cette politique une prise en charge précoce, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et je rejoins complètement votre analyse. Merci, Madame la députée. Éric Legrand. Oui, alors c'est pas une question simple que vous m'avez posée, mais sur les questions des familles et d'agir sur les familles, alors si je prends notamment les familles les plus défavorisées, je vais dire ça de cette façon-là, d'une part, la santé, c'est pas la priorité. Elles ont déjà d'autres éléments qui doivent être dans leur survie quotidienne. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut être des comportements défavorables, effectivement, mais qui, en même temps, je dirais, n'est pas leur, la santé, c'est pas leur priorité en tant que telle. La santé de leurs enfants peut être la priorité, mais on est quand même dans une dynamique qui est assez complexe. Ceci étant, dans les travaux qui ont pu être réalisés, c'est-à-dire agir sur les familles, alors je vais prendre les plus défavorisées parce que les plus favorisées, elles ont accès facilement à toutes sortes d'informations, de spécialistes, etc. Il y a pas, elles utilisent leur propre réseau, ce qui n'est pas forcément le cas pour les familles, c'est un peu pour d'autres types de familles. Donc c'est un peu un gradient social d'inégalité aussi d'accessibilité à l'information santé. Je dirais c'est vraiment du travail de proximité.
C'est-à-dire, c'est vraiment avec l'ensemble, c'est un peu ce que je soulevais tout à l'heure, avec l'ensemble des professionnels qui gravitent autour des familles, d'agir sur ce volet-là. C'est un petit peu dans ces domaines-là. Et ce qui fonctionne aussi, on l'a vu sur certains territoires, c'est aussi des familles qui sont formées aux questions de santé, qui vont rencontrer les autres familles et discuter avec elles, travailler sur les messages, travailler sur les types d'actions, etc. Donc c'est aussi ces rapports de proximité, c'est un peu du travail de famille de pair à pair, on va le dire de cette façon-là, qui fonctionne. On voit ça dans d'autres pays. Ça a été aussi testé, je crois, de mémoire, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, à Marseille, en Seine-Saint-Denis. Voilà, il y a des vents de travailler sur ce volet-là. Alors, mais c'est un travail qui est concomitant et vraiment lié à plusieurs professionnels de tous secteurs confondus. Sans forcément que, alors, parce qu'après, c'est toujours ça, parfois la difficulté, c'est que sur certains territoires, vous avez les professionnels du social qui veulent que les familles soient de telle ou telle façon. Je caricature volontairement le trait. Pour la santé, il faut que ça soit ça et ça. Et donc, quand on met les choses bout à bout, pour les personnes, ça fait beaucoup de messages à ingurgiter dans tous les sens du terme. Et il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des messages, le tri des messages, et parfois aussi, il faut le dire, et chez les jeunes aussi d'ailleurs, c'est le même process. Trop de messages, et ben on fait le contraire aussi de ce qui est dit, parce on est en saturation de messages. Et je vais le dire un peu de manière triviale, c'est laissez-nous vivre tranquillement. Donc, c'est un peu, on est sur un cheval, enfin sur une crête, hein, un petit peu, où il faut effectivement, alors pas avoir des dosettes, hein, c'est pas du tout dans ce sens-là, mais voilà, parce que vous pouvez avoir, et ce qu'on observe aussi très bien, et même pour les familles, c'est qu'il y a parfois une absence aussi de coordination dans les messages. Vous avez les messages nationaux, vous avez les messages locaux qui parfois se contredisent. Donc les gens ne savent plus forcément euh, quelle est alors, la vérité. Je mets des guillemets en disant ça. Mais voilà, comment on travaille dessus. Donc, mais c'est Il un reste, vaste sujet, les familles, hein. il reste encore beaucoup de choses à faire. Je voudrais rebondir avant de passer la parole à Julia Petraroulo, je voudrais rebondir sur la question d'Younes, Madame Christol. On parle d'interministériel, on a beaucoup de mal en fin de compte. Il semble que de faire travailler ensemble différents ministères, ce soit pas le plus simple dans un pays comme la France. On s'aperçoit par exemple, si on s'intéresse à la question de la santé pénitentiaire, que discuter entre le ministère de la Justice et le ministère de la Santé, c'est pas simple. L'éducation nationale et la santé, c'est pas simple non plus. Les territoires et la santé, c'est l'axe du moment, en particulier dans le Conseil national de la refondation. C'est très très bien, c'est une excellente chose, mais il va falloir quand même former aussi les élus locaux et leur apporter une information de base souvent qu'ils n'ont pas. Donc comment vous voyez on va dire un mode de fonctionnement interministériel à la française qui puisse fonctionner de manière concrète auprès des citoyens? C'est une question compliquée, hein. Bah, c'est une question moi, sur laquelle j'ai eu la famille, hein. Maintenant, je vous laisse l'interministériel. c'est une Ah, question mais sur laquelle on va se poser en Ah, plus. bien sûr. C'est une question qu'on va se poser de plus en plus, et c'est une question qui est au centre, en particulier, de toute la politique One Health, qui intègre également la Tout à fait. prévention à l'intérieur. on est bien d'accord. C'est vrai que ça fait de nombreuses années qu'on cherche à avoir des actions coordonnées interministérielles. C'est pour ça que, si vous voulez, il faudrait pouvoir faire un peu comme ce qui se fait en matière de lutte contre le cancer. Il y a une stratégie décennale qui s'articule avec toutes les politiques et les plans existants, qui s'inscrit dans un calendrier avec des objectifs priorisés, un portage politique de premier plan avec le président de la République. Et il faudrait pouvoir
élargir à l'ensemble de la prévention ce qui s'applique dans le seul champ des cancers, en fait. On est en train de travailler sur la loi Bien-Vieillir actuellement, et vous savez que le premier titre a fait beaucoup de polémiques parce qu'il n'était pas très bien entendu. C'était la Conférence nationale de l'autonomie, et je pense que c'est un petit peu dans ce cadre-là. Il faut pouvoir arriver un jour, à un moment ou à un autre, de dire qu'il faut un portage politique fort et un plan qui s'inscrit sur des objectifs, des moyens, et qu'on puisse mettre tout le monde autour de la table. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Le président de la République, de toute façon, a toujours eu un regard extrêmement vigilant sur cette problématique, hein. On sait que c'est un objectif prioritaire pour ces prochaines années, et effectivement, il faudrait pouvoir s'appuyer sur ce qui a déjà bien fait ses preuves sur la matière de lutte contre le cancer. Romain, quand on est justement envoyé par l'Éducation nationale par sa fac de pharmacie ou sa fac de médecine ou son école d'infirmière, ça se passe comment les rapports au quotidien avec les structures décisionnaires au sein de l'établissement Donc on parle de deux structures administratives et d'interministérielles de terrain là. C'est vrai que c'est assez compliqué quand même, parce que en fait on a le début où on nous lance sur le terrain, après on n'a plus rien, et après on a l'évaluation à la fin par la fac, et vraiment c'est tout. En vrai on est un peu lâché dans le grand bain, on n'a pas vraiment beaucoup d'interactions, aussi bien du côté de la fac que du côté de l'autre établissement. C'est assez compliqué des deux côtés, donc on est vraiment en autonomie. C'est bien parce au moins on devient autonome sur tous les aspects, et là on est même un peu plus considéré comme limite en tant que futur professionnel de santé, même limite face à eux comme des professionnels de santé. Ça peut être positif comme négatif, finalement. La réalité du terrain, c'est quelque chose de particulier. Alors, on va prendre tout de suite la question de Julia Pietraroulo. Vous pouvez remettre votre caméra et vous présenter et poser votre question. Bonjour, oui, je mets ma caméra, je suis au Salon Saint-Expo, donc voilà, c'est pas peut-être les cadres meilleurs, mais je suis chef de projet à la communication et aux relations internationales chez Unicancer. Donc voilà, j'avais deux petites questions concernant l'Europe. Donc je voulais demander quels pays européens peuvent être considérés comme exemplaires dans les domaines de la prévention, si vous avez un peu l'information. Et aussi, on a dit que oui, effectivement, l'Union européenne s'est penchée dans les domaines de la santé et de la prévention depuis plusieurs années, mais c'est qu'après la crise Covid qu'elle a vraiment lancé les concepts d'Europe de la santé, les plans cancer et des actions plus poussées qui ont un impact dans les systèmes de santé des États. Donc, je voulais un peu savoir quelle a été la réaction française, du coup, à cela, car la santé est notamment en compétence régalienne par définition. Donc voilà, je voulais un peu poser ces deux questions-là. Merci. Madame Christol, c'est une question pour vous. Oui, je vous remercie de l'avoir posée. Donc, non, c'est une très bonne question. Alors, est-ce qu'il y a un pays qui est en avance par rapport aux autres? Je pense que de toute façon, au niveau de l'Europe, il y a de très nombreuses disparités entre les 27 États membres. Il y a une hétérogénéité de contexte, de facteurs de risque, de systèmes de soins et de priorisation de chaque système de santé. Par exemple, les pays de l'Est souffrent de taux de mortalité les plus élevés, tous cancers confondus. Et les facteurs de risque peuvent largement différer. Par exemple, la consommation de tabac concerne 18% des fumeurs quotidiens en Europe, 10% simplement en pays du Nord. L'obésité, c'est 16% de la population générale, mais que 10% en Roumanie, mais plus de 30% à Malte. Et également au niveau des dépistages, puisque 90% des Bulgares font des dépistages de cancer colorectal, mais que 20%
au Danemark. Donc, on voit bien qu'il y a de fortes disparités. On sait qu'en France, on a quand même historiquement le premier à avoir réalisé engagé un programme européen dédié à la lutte contre le cancer. C'était en 1985. Donc, on est quand même un pays qui en termes de santé, tout à fait remarquable. Et j'avais, lors de ma mission des données de santé, auditionné au niveau de l'Europe la vice-présidente en charge de la santé, et elle avait dit que notre système de santé en France était tout à fait remarquable et un exemple pour les autres pays européens. Donc, je pense qu'on n'a pas à rougir, si vous voulez, de notre politique. Après, beaucoup de choses, effectivement, restent à faire. Et en termes de prévention, le plan qui a été proposé par Ursula von der Leyen en 2021 a été porté de façon politiquement très forte en termes de prévention. Donc, je pense que nous pouvons nous appuyer sur ces plans-là pour pouvoir avancer. Après, nous sommes très disparates au niveau de nos habitudes, au niveau de nos actions. Donc, il est extrêmement difficile de comparer chaque pays en Europe. L'objectif vraiment du prochain partage de données de santé primaires et secondaires va permettre, dans le partage de données secondaires, de pouvoir avoir des avancées significatives sur les plans de recherche, afin de pouvoir mettre en commun toutes les données que nous avons, de façon bien évidemment soumise donc aux lois RGPD, ce qui est actuellement un frein justement dans la réalisation de ce partage de données de santé secondaire, mais qui va permettre d'avoir des avancées significatives sur ce plan de lutte contre le cancer. Merci beaucoup. C'était clair. Oui. Merci. Est-ce que, Madame Christol, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver tous ces chiffres, et est-ce qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui s'intéresse à les analyser, à les évaluer, à les mettre en perspective, à les comparer pour essayer d'en tirer une politique européenne? Parce que quand vous me dites que 90% des Bulgares font du dépistage du cancer colorectal et simplement 20% au Danemark, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est efficace de faire ce dépistage, si on arrive à en faire jusqu'à 90%, c'est-à-dire qu'on pourrait tirer des enseignements qui sont des enseignements tout à fait intéressants pour d'autres pays. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, bon, l'actualité parlementaire, comme vous le savez, a été un peu agitée ces derniers temps, mais j'avais proposé à la Commission des affaires européennes, dont je suis référente santé, de réaliser une mission justement de retour et d'expertise sur ces données afin de pouvoir avancer sur le concept de One Health au niveau de l'Europe. J'espère pouvoir avoir le temps de faire cette analyse, parce que je pense qu'elle est effectivement très pertinente à faire un retour sur expérience. On sait que 2 actions sont à privilégier afin de lutter contre le cancer. C'est effectivement tout ce qui est prévention primaire, mais également dépistage précoce. On sait qu'aujourd'hui, si 80% des cancers peuvent être guéris, 20% ne le sont pas. Et s'ils peuvent être guéris, c'est bien parce qu'il y a une prévention primaire qui est au premier plan. On sait qu'en France, nous avons été moteurs dans la prévention du cancer du sein. Nous avons également toute une politique de prévention au niveau du cancer colorectal qui est quand même assez importante. Mais la question de la prévention est qu'aujourd'hui, très peu de personnes, même en France, répondent au formulaire qui leur est proposé. Nous recevons tous, à partir de 50 ans, ce courrier de la Ligue contre le cancer. En tant que femme, ces courriers pour réaliser les mammographies. Et effectivement, nous n'y répondons pas tous. Donc, vous avez totalement raison. Il arrive un moment où il faut qu'on fasse un retour sur tout ce qui a été mis en place et pourquoi ça marche dans certains cas et pourquoi ça ne marche pas. Donc, j'espère bien pouvoir effectuer cette mission dans les prochains mois. En tout cas, au niveau de l'Europe, il y a des communications qu'on peut trouver sur Internet qui sont très intéressantes, notamment le plan de communication de la Commission du Parlement européen qui date de 2021,
qui est un document assez conséquent et qui nous permet d'avoir des données intéressantes et dont je pourrais vous transmettre le lien. Mais écoutez, vraiment, merci. Romain, une dernière intervention par rapport à tout ce que tu as entendu. Comment tu vas réussir à passer ces messages au niveau de l'ANEMF et au niveau du think tank de l'Europe de la santé? Alors vraiment, moi j'ai accumulé beaucoup de choses. J'ai pris mes petites notes pour un peu parce que il y a quelques petits points qui m'ont marqué. Donc vraiment, je pense que là après, je vais faire ma petite réunion pour parler de tout ça parce que vraiment, c'était vraiment très intéressant d'entendre aussi parce que c'est vrai que nous, quand on est en événement, on a toujours un peu les mêmes intervenants, toujours les mêmes personnes qu'on voit. Et c'est vrai que là, c'est la première fois que j'ai pu échanger avec vous, vraiment. Et c'est vrai que c'était très intéressant. Et vraiment, oui, c'est vraiment, j'ai pris plein de petits points. J'ai hâte de travailler dessus et de revenir vers vous pour en parler plus tard, parce que là, vraiment, c'était très intéressant, je trouvais. Eh bien, on continuera ce dialogue. Si Madame Christol et Éric Legrand en sont d'accord, on continuera ce dialogue pour faire en sorte justement de passer les bons messages et de renforcer encore la motivation des jeunes à aller vers le service sanitaire. Oui, vraiment. Et comme le dit d'ailleurs Katia Laurent, il ne faut surtout pas oublier les associations de malades et les patients experts. S'appuyer sur le tissu associatif est quelque chose qui peut être remarquablement efficace, et en particulier sur la sensibilisation des jeunes publics. On le voit en particulier dans les maladies rares, et c'est un acteur qu'on a trop tendance souvent à oublier. Donc, merci Madame Laurent de nous avoir fait ce rappel à l'ordre, je dirais, que je prends comme ça, qu'un rappel à l'ordre positif. Et soyez sûrs qu'en particulier chez NIL, on n'oublie pas les associations de malades. Voilà, on arrive à la fin de cette table ronde. On va passer à la seconde. Vraiment, merci Madame Christol, Éric Legrand et Romain pour vos interventions. C'était tout à fait intéressant. On va passer maintenant à la dimension de la recherche. Et là, il va falloir aussi qu'on puisse parler aussi clairement que vous l'avez fait tous les trois dans cette table ronde, parce qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux absolument essentiels à prendre en compte. Et si on ne les prend pas en compte, c'est la France qui risque de se retrouver dans une situation de perdre du temps et de perdre de l'efficacité par rapport à d'autres pays qui font le pari justement de la recherche. Alors, pour cette table ronde, on a Sabine Bottin-Rousseau qui est présente et qui est conseillère de la présidence de Sorbonne Université pour l'Alliance européenne. Je ne sais pas si elle dit 4 UE+, ou 4 UE+, vous nous direz. Et puis on a Muriel Daon qui est directrice de la recherche et du développement chez Unicancer. Malheureusement, Adéa Magéar, qui est responsable des affaires européennes chez European Cancer Patient Coalition, est souffrante en ce moment. Et donc, nous allons faire notre table ronde avec vous deux. Et je sais qu'il y aura beaucoup de questions qui sont des questions absolument cruciales à aborder dans cette partie. Muriel, quand on regarde la dimension, je dirais, de ce pôle d'excellence qui est Unicancer au niveau national, quelle est son implication au niveau européen? On sait que une large part des centres Unicancer, des centres de lutte contre le cancer, réunis sous la fédération Unicancer, se sont très impliqués dans la politique de recherche au niveau national. Mais quel est le rayonnement de cette force de frappe au niveau européen? Alors, je parle bien sûr sous le contrôle de Julia Petrarolo, que vous avez entendu tout à l'heure et qui est donc la responsable des programmes européens au niveau d'Unicancer. Donc, Unicancer, c'est un réseau de
18 plus 2 centres de lutte contre le cancer, donc on appelle les Comprehensive Cancer Center, et qui commencent à être labellisés par l'Office européen qui est chargé de cette labellisation. Et en même temps, il y a des programmes qui définissent ces centres, ce concept de Comprehensive Cancer Center, qui donc a vocation à embrasser la globalité du parcours des patients, en allant depuis la prévention diagnostique, la recherche, et jusqu'à l'accompagnement au cours des soins et aux soins de support, et à l'après-cancer. Donc ça, c'est un modèle qui rayonne au niveau international, parce que c'est un modèle d'excellence. Et donc Unicancer est très moteur dans la recherche d'abord. On a une reconnaissance au niveau des publications, au niveau des experts et des directeurs et professeurs qui soignent tous les jours les patients, et qui sont les grands experts reconnus au niveau international. Et puis, on participe à la plupart des projets européens qui sont menés au niveau soit de la Commission, soit du plan cancer européen, y compris le soutien à la stratégie décennale qui a un volet européen. Et donc, on est partie prenante de tous ces projets. Il y a également un projet qui s'appelle CRANE, pardon, qui a vocation à soutenir également l'ensemble de la filière, et qui a un volet prévention extrêmement important. On participe à des grands projets. Alors, on est promoteur. Unicancer est à la fois ce réseau de centres, mais aussi est promoteur d'essais cliniques. Donc, c'est ce que j'ai dans ma direction. On est promoteur de 109 essais aujourd'hui actifs, dont certains dont une bonne partie ont une dimension européenne. En particulier, vous avez sûrement entendu parler de MyPEPS, qui est donc un grand projet qui vise à améliorer les stratégies de dépistage en les ciblant mieux selon les facteurs de risque. Et ça, c'est une collaboration internationale avec 6 pays. Et puis, on participe à des grands projets type Oncobiome, et on a des projets qui sont soutenus par les programmes européens Horizon 2021 et les suivants, EU4Health. Et donc voilà, on devient de plus en plus proactif pour aller être en veille sur ces projets européens. On a des contacts là qu'on va un peu renforcer avec l'ensemble de l'équipe. Vous savez que j'étais à l'Institut national du cancer, on travaille avec Christine Chaumienne, donc on a gardé des liens, et Christine est aujourd'hui parmi les responsables des plans européens contre le cancer. Donc on est de plus en plus impliqués et de plus en plus reconnus à l'international, aussi au travers de projets, de programmes, dont par exemple les IHU. On est partie prenante de l'IHU Prisme, notamment, qui est conduit par Fabrice André à Gustave Roussy, et qui a vocation à développer une meilleure personnalisation à travers d'un ensemble de projets et d'outils, et qu'on va pouvoir conduire en partenariat. Il y a des RHU, il y a le Paris-Saclay Cancer Campus, auquel aussi on est associé. Et puis, on a toute la dimension data, intelligence artificielle, cohorte, sur lesquelles ma collègue Anne-Laure Martin développe toute une structuration des données qui sont produites aussi bien par la recherche que par le soin. Et ça aussi, ça va être porté au niveau européen de façon tout à fait importante. On peut être tout à fait moteur sur tout cet ensemble de projets, sur les nouvelles voies de recherche, sur les nouvelles méthodologies de recherche. Et ce réseau est vraiment l'endroit où on peut avoir toutes ces ambitions-là, et cette place qui est reconnue de plus en plus à l'international grâce à
l'équipe qui est dirigée par Michael Canovas où Julia Petrarolo est vraiment très active sur ces ensembles-là. Merci beaucoup Muriel pour cet éclairage, je crois qu'il est tout à fait important. Tu parlais également de la question des données, on y reviendra tout à l'heure parce que je crois qu'elle est totalement cruciale et les données, elles, n'ont pas de frontières, un peu comme les virus. Voilà. Donc, on va avoir besoin de les partager, de les mettre en forme et d'organiser, d'orchestrer tout ça dans un contexte qui est un contexte totalement européen. Madame Bottin-Rousseau, avant la recherche appliquée, il y a toute la recherche fondamentale, il y a toutes les universités qui sont aussi, qui ont des liens au niveau transnationaux, qui sont plus ou moins reconnus. J'ai vu qu'il y avait un classement là, des universités mondiales qui avait été fait, qui est paru ce matin d'ailleurs, qui est tout à fait intéressant. Comment vous voyez le rôle de la Sorbonne au sein de on va dire, de ce maillage européen des différentes universités qui travaillent autour de la recherche? Alors, donc à Sorbonne Université, nous faisons partie d'une alliance européenne. Alors peut-être que je peux resituer un petit peu ce qu'est une alliance européenne, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit au fait de ce qu'est une alliance et une université européenne, parce que c'est quand même encore relativement récent, puisque ces universités européennes, donc qui sont des alliances transnationales au niveau de l'Europe, hein, comme le dit leur nom, sont en fait le fruit d'une réflexion et des discussions qui ont été menées par les dirigeants de l'Union européenne depuis à peu près 2017, et elles ont été créées depuis en fait 2019 à partir d'initiatives qui ont été lancées par la Commission européenne, et donc il y en a eu 2, il y en a une troisième qui est en train d'être menée, et aujourd'hui, il y a 44 alliances, donc universités européennes, qui sont en activité. Et ces alliances donc d'universités européennes, hein, donc qui sont des regroupements d'établissements d'enseignement supérieur, qui sont de tout type, hein, qui couvrent un champ géographique à travers toute l'Europe. Elles ont à peu près toutes, hein, une stratégie élaborée en commun avec ces établissements d'enseignement supérieur, qui est axée sur une durabilité, sur l'excellence et des valeurs européennes. Donc évidemment, leur cursus de type universitaire, il est centré sur l'étudiant, donc ça c'est un petit peu nouveau par rapport à nos universités classiques, et bien sûr ces cursus sont dispensés conjointement. C'est-à-dire qu'on a créé en commun des nouveaux cursus, donc ça c'est évidemment novateur, sur des campus interuniversitaires, donc qui peuvent être totalement en ligne, hein, ou de façon hybride. Et donc ces groupes d'étudiants peuvent avoir des programmes qu'ils élaborent eux-mêmes à partir donc de choix qu'ils peuvent faire, et ils peuvent expérimenter une mobilité à tous les niveaux d'études, hein, qu'ils peuvent parcourir. Alors ces universités, elles ont une approche qui est relativement fondée sur les défis. Alors on va commencer à se rapprocher un petit peu de ce qui nous rejoint aujourd'hui, hein. Donc le cancer est évidemment un défi majeur. Donc selon ces défis, les étudiants, les universitaires et les partenaires extérieurs à ces alliances vont coopérer au sein d'équipes qui vont être souvent interdisciplinaires, hein, et donc parce que un défi majeur, on ne peut pas l'attaquer que, par exemple, qu'avec des médecins, parce que pour embrasser ces sujets et ces défis majeurs, l'interdisciplinarité est souvent nécessaire. Voilà. En plus de cette interdisciplinarité,
la dimension européenne internationale l'est également pour s'attaquer à ces problèmes importants auxquels l'Europe est confrontée. Et donc, on l'a vu encore plus récemment sur des problèmes géopolitiques. Donc, ces universités européennes, elles sont un petit peu des pilotes, hein, puisqu'on va essayer des nouvelles choses pour la vision de l'enseignement supérieur européen, donc des bancs d'essai pour des nouvelles initiatives dans ce domaine. Alors, en termes de bancs d'essai, on peut citer ce qu'on est en train d'essayer à ce jour, hein, des modèles d'entités juridiques. On est en train d'essayer de construire un diplôme européen. Alors, on va commencer par un label, hein, parce que tous les États membres ne sont pas forcément d'accord sur avoir un diplôme européen, des microcrédits. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'expérimentation en cours. Et donc, l'Alliance for EU+, donc on a la terminologie anglaise plutôt par rapport à votre question de tout à l'heure, est en soi un pilote, hein, de ce modèle universitaire européen. Et donc, on teste différentes actions dans ce domaine de l'enseignement supérieur. Et en tant que pilote, on sert aussi de modèle, hein, à tous les établissements d'enseignement supérieur, et ce qui va fonctionner, eh bien, ça pourra servir aux autres établissements en matière d'enseignement, recherche, innovation et service à la société, puisqu'on essaie d'adresser les 4 piliers classiques, je dirais, d'une université. Mais aussi, hein, les questions de gestion, de gouvernance et d'administration. Et donc, in fine, on souhaite que nos étudiants obtiennent des diplômes en pouvant combiner des études dans plusieurs pays, donc de toutes les institutions qui composent notre alliance européenne, et qui ne se soucient pas de l'équivalence et donc des obstacles administratifs ou académiques qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui quand ils vont faire un parcours ailleurs. Voilà, alors je ne sais pas si peut-être que j'ai un peu digressé, du coup, votre question Non, non, non. de Non, non, pas du départ. tout. Donc, dans les objectifs qu'on s'est fixés, hein, donc c'était bien sûr, donc alors je n'ai pas cité notre alliance pour Sorbonne Université, donc bon, évidemment on est partie prenante. Il y a l'université de Heidelberg en Allemagne, l'université de Copenhague au Danemark, l'université Charles à Prague, donc en Tchéquie, l'université degli Studi de Milan en Italie, l'université de Varsovie en Pologne, l'université de Genève en Suisse, que j'oublie personne. Alors, je En vérifie. Espagne? Non, on n'a pas, et je crois que j'ai cité tout le monde. Voilà, nous sommes 7. Je crois que je n'ai oublié personne. Donc, un des objectifs premiers en ce qui concerne les étudiants, donc c'est cette mobilité, hein, de leur permettre de visiter et d'expérimenter des études chez nos partenaires, et donc rendre cette mobilité transparente et en termes d'éducation et d'emploi. Et pour ça, il faut prendre en compte la diversité des besoins et faciliter ces échanges. Et puis accroître l'inclusivité et l'équilibre au niveau européen, parce que c'est toujours un petit peu les questions fondamentales, hein, quand on est une alliance, que tout n'aille pas du même côté, hein, qu'il y ait un équilibre, évidemment. Et donc pour Sorbonne Université, c'est en fait chacun des partenaires est un partenaire privilégié et stratégique en fait, hein. Donc cette alliance est vraiment tous ces partenaires sont des partenaires stratégiques pour Sorbonne Université, et l'objectif est vraiment d'avoir un cadre commun, d'élaborer ce cadre commun et de profiter en fait de cette alliance pour mettre en place en fait une éducation fondée sur des défis, de l'innovation pédagogique, un nouveau modèle sur l'éducation centrée sur l'étudiant, et de profiter de cette alliance en fait pour innover en termes d'éducation et favoriser en fait des
des collaborations de façon très large avec ces universités. Alors ces universités, on ne les a pas choisies au hasard, on se ressemble et ce sont toutes des universités de recherche intensive et donc avec un objectif de formation par la recherche, avec une recherche d'excellence. Et alors pour faire tout cela, donc tout ce que je vous ai raconté, on a défini 4 axes thématiques phares, à la fois pour, la recherche, l'enseignement et donc pour orienter cette approche commune de l'Alliance, For You Plus. Et donc ces thématiques phares, la première c'est la santé, santé urbaine et changement démographique. Donc là, c'est vraiment, la thématique qui va intéresser, cette table ronde d'aujourd'hui. La seconde, c'est européanité, multilinguisme, pluralité et citoyenneté. Alors en fait, on va voir, en énonçant ces thématiques, elles sont toutes relativement transdisciplinaires et en fait, elles peuvent se connecter toutes les 4. La troisième, c'est numérisation, modélisation et transformation. Donc, on voit déjà que pour la question de santé, par rapport à ce que vous disiez, Muriel, toute la question des données pour la médecine aujourd'hui, c'est relativement crucial. Et cette troisième thématique va être extrêmement connectée à la première. Et elle est relativement transverse. Et la quatrième, c'est la question des transitions environnementales avec un S, parce que c'est relativement majeur et relativement transversal aussi. Et finalement, on va avoir aussi des questions de santé dans cette quatrième thématique. Et donc, voilà. Parmi ces 4 thématiques, ce qu'on veut aussi développer chez nos étudiants, ce sont des compétences transversales qui sont le multilinguisme, la compétence des données, hein, donc on rejoint un petit peu une des thématiques phares, l'entrepreneuriat, l'engagement social et la pensée critique. Et on voit que ces 5 compétences transversales, pour nos étudiants en santé, comme pour les autres, elles vont être fondamentales à mon sens. Voilà, donc pour Sorbonne Université, je dirais que cette alliance européenne, elle est relativement fondamentale et elle est au cœur parce que on va pouvoir s'en servir comme d'un levier d'innovation sur des thématiques qui sont vraiment des thématiques à la fois phares, mais en même temps pour réformer en profondeur nos approches de formation par la recherche. Voilà. Et alors après, je peux développer un petit peu plus sur la partie cancer, mais on y Oui, reviendra sur ce qu'on fait plus en particulier sur ces thématiques-là. avec grand plaisir. On va passer de toute façon à la séance des questions. Donc, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à lever votre main. Younes, ça qui est génial avec Younes, il a toujours des questions. Donc, Younes, pose la première question et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Merci Olivier. Peut-être une question pour vous, Madame Bottin-Rousseau. Donc Younes Sali, je suis pharmacien consultant chez NIL, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, je m'en excuse. J'ai beaucoup milité sur les questions universitaires et là la question qui me vient, enfin déjà un constat, j'ai l'impression qu'en France en tout cas, on oppose tout le temps excellence et démocratisation de l'accès à l'université. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'opposer ces deux choses. On peut très bien très bien démocratiser l'excellence et donner l'accès aux étudiants aux meilleures formations en France ou en Europe. Ça, c'est des premiers points. Et le deuxième point, c'est comment on explique que dans un lieu comme l'université, où on concentre un vivier de chercheurs important, une activité de recherche importante, un ancrage territorial important, des connexions avec les acteurs socio-économiques qui sont importants parce que la plupart font partie des conseils d'administration des universités. Comment on explique qu'on arrive
pas à valoriser toute la recherche qui est faite. Je m'explique. On fait de la recherche fondamentale et on a une concentration de données qui sont présentes dans les universités. On n'arrive pas à les valoriser, par exemple, dans des startups, à développer des incubateurs qui seraient rattachés à des universités. Et dans l'autre sens, on a du mal à faire découler toute l'activité de recherche d'une université au sein des formations. Comment on explique ces difficultés? Est-ce que c'est une question de méthode? Est-ce que c'est qu'une question de moyens? Parce qu'on sait que les universités manquent énormément de moyens, ou alors il y a d'autres facteurs qui vont faire que finalement le savoir va rester dans les universités, va rester à l'état fondamental, si je puis dire. Et puis éventuellement, si quelqu'un arrive à faire de l'investissement en capital risque dans ce savoir, il arrivera à valoriser ses travaux de recherche. Et puis la suite de l'histoire, je caricature un petit peu, mais on la connaît, hein. C'est des entreprises qui vont capitaliser sur ce savoir, qui vont partir à l'étranger pour se développer, et puis finalement, on n'arrivera pas à valoriser le fruit des investissements qui auront été faits en France. Comment on explique ces difficultés, et puis surtout quel levier, en particulier dans le champ du cancer, quel levier on peut activer pour pouvoir régler cette problématique? Et je vous dis ça en étant convaincu que les universités ont un vrai rôle à jouer dans cette question de la valorisation de la recherche. Je pense que Muriel pourra aussi apporter un élément de réponse à ce sujet. Alors, je pense qu'à Sorbonne Université, on en est convaincu et on a plusieurs, alors, et dans l'Alliance For You Plus également, donc dans les compétences transversales qu'on veut développer, il y a l'entrepreneuriat. On a commencé, une des formations qu'on a commencé à monter est un DU en entrepreneuriat, donc avec lequel on travaille avec des entreprises extérieures et sur lequel on forme nos étudiants à l'entrepreneuriat. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a un programme qui s'appelle My Startup Programme dédié aux étudiants. On a des incubateurs pour les enseignants. Donc, on a des gens qui visitent les labos, qui sont venus visiter le mien, par exemple, pour former les enseignants-chercheurs, pour leur expliquer que leur recherche peut être valorisable. Donc, il y a un énorme effort qui est fait en ce sens, en tout cas à Sorbonne Université, pour pousser les étudiants, les enseignants, aussitôt que possible pour valoriser leur recherche. Donc je pense que vraiment, en tout cas, c'est certainement pas encore dans les mœurs des enseignants-chercheurs suffisant, mais je pense qu'il y a vraiment cette dimension qui est prise en compte et qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites en ce sens. Voilà, et en tout cas sur cette thématique des données et de la pharmaco-épidémiologie, on a aussi développé un nouveau cours pour l'étude des données. Alors, je ne sais pas si ça peut être valorisé directement, mais en tout cas sur la sensibilité aux étudiants, aux nouvelles technologies en IA et aux données pharmaco-épidémiologiques. Donc je pense qu'on essaie en tout cas de donner le meilleur des formations aux étudiants pour qu'ils puissent en faire quelque chose. Et je vous dis, la sensibilité à l'entrepreneuriat est vraiment mise en avant le plus possible, en tout cas à Sorbonne Université et dans l'Alliance For You Plus, puisque c'est vraiment dans nos thématiques de développement, dans les thématiques phares qu'on essaie de mettre en œuvre. Voilà, après c'est peut-être lent à démarrer, mais c'est dans notre feuille de route. Non, c'est quand même un changement de paradigme parce que parler d'université et d'entreprise, il y a encore une quinzaine d'années, ça faisait partie de... On avait une expression consacrée qui était celle de dire qu'on mange avec le diable, mais avec une cuillère à long manche. C'est-à-dire que moins on rapprochait les entreprises des universités, moins la corrosion due au phénomène entrepreneurial était quelque chose qui pouvait toucher la pureté de la recherche. Donc ça, c'est déjà une avancée totalement majeure par rapport à ce que moi j'ai connu, en particulier dans ma fac de médecine. Muriel, cette culture justement
qui est lié à de la question l'emploi. de Oui, oui, Younes. absolument. Ça ne peut que m'interpeller puisque au titre d'Unicancer, mais aussi en tant qu'ancienne personnalité qualifiée du CSIS 2021, donc on avait poussé énormément de sujets pour lier enseignement, formation, recherche et soins et industrialisation, souveraineté sanitaire. Donc le plan Innovation Santé 2030 a mis en place réellement une continuité sur tous ces sujets pour les lier et faire en sorte que on ne parle pas d'excellence française sans parler à la fois de formation, d'interdisciplinarité, d'européanisation et de recherche qui part des phases précoces pour aller jusqu'à la mise sur le marché et la production et donc l'attractivité du territoire sur tous ces domaines. Et c'est ce qui a d'ailleurs donné naissance aux appels à projets sur les clusters, en particulier les bioclusters, dont le premier est donc le Paris-Saclay Cancer Cluster, mais vous avez vu qu'il y a eu plusieurs désignations récentes et ça va continuer. La mise en place de l'Agence de l'innovation en santé à cette feuille de route-là qui, j'ai entendu Lisa Alter là ce matin qui en parlait aussi, hein, qui lie complètement la formation universitaire à cette continuité-là et embrasse cette globalité pour réellement rendre la France en tant qu'acteur majeur de l'attractivité et aussi je signale aussi que, comme j'enseigne à la faculté de pharmacie de Paris-Cité, avec le doyen Jean-Louis Baudeux, qui a mis en place avec Florence Salouche depuis plusieurs années une formation qui lie l'entrepreneuriat aux formations universitaires, en particulier en pharmacie. Et je crois que ça, c'est des formations, comme vous le dites très bien, qui ont vocation à se développer et qui doivent absolument avancer avec l'Europe, avec les autres pays pour s'entraîner les uns les autres, se benchmarker et faire en sorte qu'on soit toujours dans une positivité, dans une démarche qui soit productive et qui ne se perdent pas dans des concepts ou des dogmes qui bloquent un petit peu le progrès. Donc, je crois qu'on est dans une dynamique aujourd'hui. Il faut vraiment en être assez fier où il y a un soutien, il y a vraiment des planètes qui s'alignent, où il y a un soutien du gouvernement, des autorités, des acteurs de la recherche, du soin hospitalier et également privé. Et puis l'université qui est très active aussi et qui se remet en question. Je vois on travaille actuellement à la mise en place d'un programme de formation au numérique en santé qui a été adopté dans les programmes. Et donc, on est en train d'y travailler pour déployer cette formation de l'ensemble des étudiants. Et donc, tous les étudiants en santé devront être formés au numérique en santé, l'intelligence artificielle, tous les nouveaux outils. Et donc, acquerront, s'ils ne l'ont pas déjà, une culture pour mieux ensuite s'impliquer dans cette imbrication de l'utilisation des données et aussi avec les précautions que cela entraîne en santé, puisqu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec les données de santé et le respect des droits des patients est bien sûr fondamental et il faut apprendre à gérer ça, mais en même temps à ne pas être un frein au développement de la recherche et ça, c'est nos futurs professionnels qui, en ayant déjà intégré la culture du numérique, vont trouver les bonnes solutions pour faire en sorte que le numérique ne soit pas un cheval de Troie ni un frein, mais bien au contraire un énorme moteur d'accélération de la recherche et donc de la découverte de nouvelles thérapeutiques
en cancérologie comme ailleurs, hein, mais on est bien sûr tout à fait motivé par soigner de mieux en mieux des patients et de plus en plus en utilisant des innovations qui nous permettent d'aller plus vite et puis de personnaliser de mieux en mieux les traitements pour ne pas se perdre dans des errances diagnostiques ou thérapeutiques qui sont aujourd'hui évitables avec ces nouvelles technologies. Donc, mieux on les maîtrisera, mieux on saura les utiliser en ayant cette culture de base, plus on sera extrêmement performant pour la recherche et pour les soins et pour nos patients en général. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a même un échelon qui devrait pouvoir en bénéficier. Et je pense que l'arrivée de Lionel Collet à la tête de la Haute Autorité de Santé va être très certainement un facteur d'accélération de tout ça. C'est sur l'évaluation en vie réelle et l'évaluation en qualité de vie des traitements par les organismes d'évaluation, justement, dont les trois principaux sont la HAS, l'IQWiC et le NICE. Donc, il y a beaucoup de choses à faire également au niveau européen autour de ces questions-là, qui sont tout à fait essentielles. Ouais. Alors, justement, et qui sont aussi à développer dans la recherche. Hein. C'est aussi des nouvelles méthodes de recherche qu'il faut petit à petit mettre au point pour englober ces progrès et faire en sorte qu'ils soient au bénéfice des patients avec, bien sûr, une robustesse des données produites qui ne soient pas dégradées. Mais c'est vraiment un défi très important pour demain, voire pour aujourd'hui. C'est tout à fait vrai. Puisqu'on a une ambassadrice des patients, je vais passer tout de suite la parole à Katia. Katia Laurent, vous êtes là? Voilà. Vous avez fait des interventions. Vous êtes en mute, donc on ne vous entend pas. Vous avez fait des interventions. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je suis sur mon téléphone. Donc, je ne sais pas si écoutez, vous voyez quelque chose. Je voulais qu'on puisse vous entendre parce que vous avez participé au chat, mais justement, comme ça vous permettra de nous donner votre opinion en direct. Vous pouvez vous présenter également? Bien sûr. Alors, je suis patiente partenaire, diplômée en oncologie, diplômée de l'Université des patients, qui se situe donc sur le site du groupe hospitalier Sorbonne Université à La Pitié. Je suis embauchée justement sur le groupe hospitalier Sorbonne Université et je suis embauchée pour développer le partenariat patient. Alors, je m'éloigne un peu de mon téléphone parce que j'ai des verres progressifs et c'est tout flou. Je suis intervenue plusieurs fois parce qu'il me semble que c'est un rôle essentiel dans tout ce que vous avez dit. Qui mieux que celui qui a vécu un cancer peut parler de ça en étant formé. Ça peut être dans la prévention, ça peut être dans la formation, si on intervient dans le cursus de formation du personnel de santé. J'interviens en IFSI et c'est passionnant de voir la réaction de ces étudiants. Il me semble que c'est important de faire participer le patient, formé ou non, ça dépend de ce qu'on attend de lui. Mais en tout cas, il y a une dimension différente qui peut être apportée. Et ça me semble essentiel. Dans la recherche, c'est pareil, il y a des patients-chercheurs. Et co-construire, c'est très important. Donc, à la qualité, direction de la qualité, je suis embauchée pour, apporter aux équipes un regard différent et en tout cas leur montrer l'intérêt de co-construire, l'intérêt de faire participer des patients. Il y a tellement de programmes qui sont faits sans nous, voilà, qui pourraient fonctionner encore mieux si au départ, il y avait des patients qui co-construisaient ça. Alors, moi, je veux être professionnalisée. Donc là, je suis embauchée à la qualité, mais je fais de la paire-aidance et c'est aussi ce qui m'anime. Vous parliez de qualité de vie. Alors, c'est bien beau de ne pas mourir, mais le vivre avec peut être très compliqué. Soit quand on sort des traitements parce qu'on se sent tout seul, et puis on n'a plus notre vie d'avant, soit parce qu'on est en traitement à vie
et qu'il faut vivre avec. Donc, être accompagné par quelqu'un qui... moi, je me considère comme une boîte à outils. C'est-à-dire que quand j'accompagne des personnes, au départ, j'ai commencé dans une association. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas les oublier. Et maintenant, je n'interviens plus dans cette association. J'accompagne dans les services d'oncologie sur les hôpitaux. Le vivre avec permet d'accompagner d'une façon encore différente les personnes qui sont concernées. Et je dirais que c'est un apport supplémentaire avec tout ce qui existe déjà. On est en France, on a énormément de chance, tous les soins de support qui existent. Être accompagné par un patient partenaire, ressources, expert, enfin le terme qu'on veut, je ne sais pas comment dire. Moi, je dis que je suis engagée dans la paire-aidance. C'est une prescription d'espoir. Alors, c'est Catherine Tourette-Turgis qui dit ça, ça ne vient pas de moi. Moi, j'utilise beaucoup la phrase « ensemble, je vais mieux ». C'est pareil, ça vient du Canada, ce truc-là, mais bon, tous les outils qu'on a pour justement accompagner au mieux et apporter une meilleure qualité de vie. Parce que souvent, en tant que patient, on découvre tout ce qui existe après. C'est dommage, il y a tellement de choses qui existent. Donc, l'intérêt de la paire-aidance, c'est vraiment parfois juste écouter, parfois répondre à des questions, parfois apporter des solutions. Mais en tout cas, c'est être là, en plus de tout ce qui existe. Est-ce qu'il y a Katia, est-ce qu'il y a une action européenne qui se fait également par l'intermédiaire d'associations européennes de patients pour justement pour soutenir la recherche, pour soutenir la création de services et de soutien auprès des malades, comme ça peut exister d'ailleurs avec Eurordis dans le cadre des maladies rares? Est-ce que vous êtes au courant de ça en ce qui concerne le cancer? Aucune idée. C'est la paire-aidance, comment dire? J'allais dire, c'est un long combat. C'est drôle, le mot combat, je ne l'ai jamais utilisé dans le cancer, mais maintenant, je l'utilise pour être reconnue en tant que paire aidante, comment dire, professionnalisée, parce que certains ont besoin d'être rémunérés, d'autres non. Donc ça, pour obtenir un statut, c'est compliqué, mais en tout cas, ce serait bien qu'on ait le choix, si on veut être rémunéré, de pouvoir l'être, en tout cas. Tout le monde n'a pas une prévoyance ou des indemnités. Mais au niveau européen, non, je ne sais pas. Je n'ai pas encore cette information. Cette année, je fais le DU démocratie en santé et le thème de mon mémoire, c'est la professionnalisation. Mais je dois dire que je suis restée en France. Je suis pas... Et au Canada, parce qu'il y a une étude Parole Onco qui prouve l'intérêt de la paire-aidance. Mais je n'ai pas regardé ailleurs. Alors, Sabine, vous vouliez intervenir? Oui, juste pour dire que donc dans notre nouveau projet européen pour l'Alliance for EU+, on a ce qu'on appelle un work package, le jargon des projets européens, qui est dédié à la science participative. Et justement, donc c'est Sorbonne Université qui est leader sur cette partie-là. Et ce qu'on avait en tête, c'était d'explorer justement les connexions qu'on pourrait avoir avec l'Université des patients, qui est déjà une belle plateforme, et nos collaborateurs des autres universités sont particulièrement intéressés par ce qui se passe dans le cadre de l'Université des patients chez nous. Et dans sciences participatives, recherche, les patients sont tout à fait présents, et bien présents, et ont une belle action. Voilà, dans ce type d'activité, on pourrait initier au sein de l'Alliance européenne for EU+, ce genre d'activité que vous décrivez, Katia, et avoir une belle synergie, je pense, sur ce genre d'activité. Et voilà. Donc j'avais déjà ça en tête, mais je pense que je peux partir de cette table ronde avec cette belle idée à mettre en œuvre, en plus de celle que j'avais déjà sur ce work package que nous avons en charge à Sorbonne Université. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter.
On a votre commentaire. Et je pense que vous avez raison, il faut éduquer les jeunes professionnels très tôt, travailler avec les patients, parce qu'une fois qu'ils sont professionnels, ça devient plus compliqué. Ou alors, c'est plus simple parce qu'ils deviennent malades. Mais dans ce cas-là, ils changent un peu de camp et ils varient un peu d'opinion par rapport justement au rôle du patient dans l'organisation du soin et l'organisation de la santé en tant que telle. Muriel, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste pour dire qu'à Unicancer, on est en train justement de déployer énormément de partenariats avec des associations de patients pour justement inclure de plus en plus les patients à tous les niveaux de l'action des centres et d'Unicancer, qu'il y a des associations de patients qui ont un déploiement européen. Alors, il y a bien sûr Europadonna, mais il y a la Ligue contre le cancer qui a aussi des partenariats avec ses homologues européens des ligues au niveau de chaque pays. Donc, ils se réunissent régulièrement. J'ai été il n'y a pas longtemps à leur réunion. Et surtout, on est en train de réellement tisser des liens très étroits avec ces associations. Alors bien sûr, c'est les associations hein, pour l'instant, mais il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas aussi des contacts avec des personnalités comme vous. Simplement, on essaie de déployer une stratégie aussi dans la recherche, puisque jusqu'à présent, on avait bien sûr l'intervention de patients pour lire des notices d'information notamment, mais notre volonté, c'est d'inclure les patients dès l'origine, dès la conception des projets, pour comprendre comment les patients vont recevoir ces projets, comment ils vont les admettre et comment on peut améliorer l'acceptabilité des protocoles de recherche, parce que c'est un enjeu très fort pour après ensuite réaliser une étude dans les meilleures conditions. Hein. Si on veut inclure correctement les patients, il faut que les patients soient partants et soient d'accord pour être inclus dans les essais. Donc, on a besoin des patients à tous les niveaux de la recherche et aussi dans le suivi. Hein, de plus en plus, on recueille, vous le savez, la HAS aussi hein, a mis en place pas mal de recueil des avis des patients, les PROMS, et dans nos études, c'est bien sûr quelque chose qui est tout à fait développé. On développe des questionnaires qui sont adaptés au profil des patients, et puis aussi on essaie d'éviter des prélèvements. Vous savez qu'on a de plus en plus la volonté d'avoir des ressources biologiques et puis des données qui sont précieuses, mais il faut que les patients soient d'accord et qu'on ne surexpose pas des patients inutilement à des prélèvements. Voilà, donc on a vraiment en ce moment, avec mon adjointe Beata Jusina, on est en train de déployer une stratégie, une feuille de route hein, pour mieux intégrer les patients avec chacun sa connaissance, son expertise, et c'est extrêmement précieux pour améliorer les protocoles de recherche et déployer nos recherches de la façon la plus harmonieuse et la plus utile possible. Merci Muriel. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui, il y a Younes qui veut reposer une question. Oui, j'avais une autre question. Peut-être en savoir un petit peu plus sur vos axes de recherche, développement sur les questions de cancer. Est-ce qu'il y a un champ en particulier sur lequel, que ce soit du côté d'Unicancer ou du côté de Sorbonne Université, est-ce qu'il y a un champ sur lequel vous allez mettre la priorité en termes de financement, d'allocation de ressources pour aboutir à des traitements plus tard dans ce type de cancer, et surtout pour voir si du côté d'Unicancer et de Sorbonne Université, du coup, on a des champs qui vont être communs et qui pourraient donner lieu à des coopérations futures.
Alors, qui veut Euh, commencer la réponse? Muriel. Oui, bah, nos priorités, elles sont dirigées par les découvertes et les perspectives de développement, et puis bien sûr les problématiques actuelles. Évidemment, on est très motivé par les recherches qui s'adressent aux cancers qui sont de mauvais pronostics, hein, le pancréas, les cancers du poumon à petites cellules, et puis des cancers rares, hein, certaines formes de sarcome. On a vraiment besoin d'avoir des projets de recherche ambitieux, mais pour autant, on doit bien sûr essayer d'aller de plus en plus vers une connaissance des bonnes cibles, parce qu'on a des voies thérapeutiques qui sont extrêmement porteuses d'espoir, mais si on ne sait pas comment les utiliser pour les bonnes cibles, on va très vite en perdre le bénéfice. Et donc, il faut qu'on ait cette recherche sur les cibles moléculaires, et c'est un peu l'objet du projet PRISM dont je parlais tout à l'heure, mais aussi d'un certain nombre de grands projets aujourd'hui. Et puis, le gouvernement a une stratégie d'accélération sur les biotechnologies. Il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés sur les stratégies diagnostiques et les outils diagnostiques. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé a créé une commission spéciale sur ces sujets pour essayer de mieux évaluer et donc de faire progresser la mise à disposition de tests diagnostiques qui permettent ensuite d'aller vers un traitement qui soit réellement efficient pour les patients, parce que quand on n'est pas sur la bonne cible, quand on ne sait pas comment utiliser correctement, encore faut-il qu'on le sache, une immunothérapie, eh bien, on en perd le bénéfice global, et donc on est moins convaincant, et on ne peut pas franchir la marche suivante de la connaissance scientifique. Donc il y a une foultitude de perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui, l'épigénétique, il y a énormément, et puis tout ce qui bien sûr concerne l'utilisation des outils numériques, des bras numériques pour faire des recherches sur des cancers rares qui peuvent ensuite donner des connaissances supérieures. Donc, il y a tout cet aspect-là, l'intelligence artificielle qui permet d'aller beaucoup plus vite pour au moins sélectionner, screener les molécules ou les agents qui peuvent être intéressants. Donc, là, il y a vraiment, on est face à comme disait ma collègue Agnès Audier, un tsunami d'innovation, et c'est ça qu'il faut englober pour essayer de structurer et faire en sorte qu'on en tire le meilleur pour vraiment mieux cibler les patients qui en seront les bénéficiaires. On voit que les cibles MSI, par exemple, on a de plus en plus de données qui permettent de dire que c'est extraordinaire. Une fois qu'on identifie la cible MSI, on a des résultats qui sont absolument spectaculaires. On a quelques cibles comme ça qui sont aujourd'hui à peu près validées, mais il y en a tellement qu'il faut absolument multiplier les recherches sur ces points-là, et c'est sûrement, c'est une des voies extrêmement prometteuses qui permettront ensuite de vraiment mieux soigner les cancers rares comme les cancers les moins bien soignés aujourd'hui. Sabine, vous vouliez rajouter quelque chose sur des possibles coopérations? Alors, Sorbonne Université, on est à peu près dans la même vague de thématiques, hein. On ne se différencie pas de ce que Muriel vient de dire. Ce que je sais sur les coopérations pour l'Alliance européenne, donc on a ciblé des choses un petit peu plus, on a ciblé quelques petites choses pour débuter, hein, parce que donc ça fait 3 ans,
on est dans la 4e année d'existence de l'Université européenne et on a surtout démarré la partie formation, hein, avec quelques succès, notamment sur la partie cancer, et avec notamment un premier projet de Summer School Against Cancer, avec une combinaison de recherche préclinique et clinique, et avec des champs d'investigation connexes et complémentaires. Et donc cette université d'été qui donne différents axes de recherche pour des étudiants bachelor et licence et master 1. Et donc cette université d'été est donnée par des chercheurs donc des 7 universités que je vous avais citées, donc enseignants-chercheurs, médecins, et donc pour des étudiants de ces universités, avec des conférences et des réunions de travail, pour leur donner l'occasion de construire une vision globale, hein, sur ces questions multiples et complexes qui sont multidisciplinaires, et pour aussi leur permettre de commencer à construire ce réseau européen collaboratif. Et donc pendant donc du 2 au 5 juillet, alors je ne sais pas s'il y a des étudiants qui nous écoutent, hein, il reste peut-être quelques places pour cette école d'été. Elle aura lieu à Prague cette année, c'est la 2e année qu'elle a lieu. Ils pourront interagir avec ces enseignants-chercheurs et experts internationaux, et donc développer à la fois les compétences linguistiques, leur esprit critique, et réfléchir aussi à leur carrière, à leur formation. Et donc la seconde initiative, donc qui est un petit peu plus concrète pour l'année prochaine, cette fois elle concerne, donc c'est un point qu'a souligné aussi Muriel, c'est cette interaction intelligence artificielle et médecine, hein, donc ça c'est un projet qui est monté par Sorbonne Université et l'université de Heidelberg, donc aussi pour toutes les autres universités, mais disons que c'est ces 2 universités qui sont à la manœuvre pour cette école d'été, et donc pour encourager les échanges scientifiques, hein, sur cette IA, sur des questions médicales liées au cancer. Alors je crois que c'est essentiellement le cancer du pancréas, donc c'est cancer rare, et l'objectif, hein, c'est la thématique, c'est ces tests randomisés, et d'utiliser le machine learning pour améliorer, utiliser ces méthodes d'apprentissage automatique sur ces essais cliniques randomisés, pour obtenir des informations statistiques les plus précises possibles, hein, pour des interventions ou des procédures de diagnostic sur ces cancers rares. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des chercheurs de renommée internationale, à la fois en médecine, mais aussi en mathématiques avancées, hein, pour combiner ces deux disciplines extrêmement pointues, et avoir donc des experts de ces universités européennes ensemble pour faire avancer la discipline. Voilà, donc ça c'est deux choses un petit peu concrètes à court terme. Et puis ensuite, ce qu'on aimerait développer peut-être à court mais un peu plus moyen terme, c'est un aspect un peu plus santé globale. Alors ça a été évoqué un petit peu, hein, ce matin aussi, One Health, Global Health. Plusieurs de nos universités ont cette approche, hein, de santé globale. Et ce qu'on aimerait, c'est de mettre ces approches de santé globale en synergie. Certaines de nos universités ont des instituts, hein, de santé globale, d'approche globale de la santé. Et voilà, pour le cancer, encore une fois, cette approche globale paraît intéressante pour s'attaquer d'un point de vue recherche environnementale, et pour l'ensemble de la santé du patient. Voilà, et donc c'est ce qu'on aimerait commencer, enfin c'est ce qu'on a commencé à regarder, apprendre à se connaître et voir quelles synergies on pourrait mettre en avant sur cette approche de la santé, et notamment sur cette thématique. Muriel.
Et oui, je veux Un juste dernier mot, parce faire qu'on un arrive à petit la fin de appel. notre... Oui, absolument, mais un petit appel parce que il y a un métier extraordinaire qui s'appelle les assistants de recherche clinique, qui aujourd'hui peuvent être issus de toutes les filières dont vous venez de parler et qui euh, sont très très importantes pour réaliser les recherches cliniques. Donc il y a vraiment un besoin très important d'ARC, et donc toutes les filières sont concernées et sont bienvenues. On a à Unicancer, on a toujours besoin d'assistants de recherche clinique, on les forme et il y a des perspectives de carrière extrêmement importantes. Donc voilà, je vous invite à vous intéresser à ce métier, quelles que soient les filières dans lesquelles vous êtes, parce que ça a des débouchés extraordinaires et ça permet d'entrer dans tout ce qu'on vient de dire de plein pied et d'en être un acteur central et de premier plan. Voilà, c'est un petit appel à cette filière. C'est un appel bienvenu parce que c'est vrai que sans les attachés de recherche clinique, on n'arrivera pas à récolter justement de la donnée de qualité pour faire en sorte de pouvoir développer tous les projets qui vont se porter pour les prochaines années. Mais écoutez, vraiment, je voulais vous remercier. J'ai trouvé que le débat était tout à fait passionnant. Là encore, il faut garder le contact, il faut voir comment les choses peuvent continuer à être mises en place. Je retiens votre intérêt pour One Health parce que nous avons un autre think tank qui s'appelle France for One Health que nous avons lancé très dernièrement et qui nous semble être tout à fait capital pour les prochaines années. Et puis, je remercie encore toutes les fédérations d'étudiants qui sont regroupées autour de l'Europe de la santé, de leur implication, de leur travail et de leur motivation pour pouvoir faire en sorte de faire des débats de la qualité de celui auquel vous venez de nous gratifier. Merci encore à tout le monde. Merci à vous, Sabine et Muriel. Bien entendu, je remercie aussi Romain, Eric et Madame Christol. Et bien, écoutez, à très très bientôt on aura d'autres webinaires et dans pas très très longtemps, je crois. Merci encore. Merci, bonne Merci, au revoir. journée. Bonne journée. Au Au revoir à revoir. tous.